France Culture, bienvenue au club. C'est aujourd'hui dans le journal Libération et ça va faire parler. Bon, en même temps, ce ne serait plus Libération si ça ne faisait pas parler. Alors, ce n'est pas la une du journal cette fois, mais une illustration dans un dossier consacré à l'irruption de l'intelligence artificielle dans la sphère politique. Les questions que cela soulève pour les prochaines élections américaines, mais aussi françaises notamment. Et pour illustrer ce dossier, le journal a utilisé des images générées par une intelligence artificielle. Il y a ChatGPT pour le texte et Midjourney pour les images. C'est donc Midjourney, guidé par le photographe et artiste plasticien Robin Lobvet, un habitué du journal, qui a généré une image d'un débat d'entre-deux tours mené par une intelligence artificielle. Alors apparemment, le logiciel a moins de mal avec le visage d'Emmanuel Macron qu'avec celui de Marine Le Pen. Allez savoir pourquoi. Et puis il y a cette autre image. La demande faite à Midjourney est, ouvrez les guillemets, foule de personnes à Paris avec des fils connectés à un ordinateur géant rendu photoréaliste. Autrement dit, Libération a demandé à une intelligence artificielle de faire son autoportrait. Et le résultat est fascinant. C'est une masse de fils immense et ronde qui s'élève à plusieurs mètres de haut comme un crâne sans visage qui domine une place sur laquelle une foule passe presque sans la voir. C'est effrayant, fascinant et abyssal. Ces trois qualificatifs qui pourraient s'appliquer aussi au film Disco Boy de mon invité Giacomo Abruzzese, qui est lui bien constitué, et je peux le confirmer, de chair, d'os et d'imagination. Fabriquer des images, donc on entendait avec cette anecdote du journal Libération. Comment vous vous situez par rapport à ça, par rapport à cette irruption de l'intelligence artificielle, notamment dans la fabrication d'images, y compris créatives, dans la création? Je pense que c'est un peu effrayant. Je pense qu'il va tuer beaucoup de places de travail, beaucoup d'emplois. Et je pense qu'il faudrait faire attention et limiter les recherches sur l'intelligence artificielle. Moi, je suis assez convaincu de ça. Après, pour moi, oui, effectivement, je pourrais faire parfois des choses, ma façon de travailler avec un storyboarder, mais je pense que c'est mauvais. Je pense que c'est mauvais pour l'humain. Et même si ça peut nous faciliter certaines tâches, je pense que c'est quelque chose avec laquelle il faut faire attention. Vous refuseriez, vous, justement, de travailler avec une intelligence artificielle, y compris, par exemple, pour concevoir, comme vous le disiez, des storyboards de vos films? C'est quelque chose que vous refusez à faire en tant qu'artiste? En fait, la question, c'est que si c'est beaucoup moins cher, on va être obligé de le faire. C'est tout simple. Donc, la même chose, même, bien évidemment, ça va probablement me permettre de faire un travail en 3D, en 2D, d'effets spéciaux beaucoup moins cher. Donc, bien évidemment, tout le monde va le faire. Beaucoup de gens ne vont pas avoir de travail. L'article de Libération se termine sur le fait qu'en utilisant le logiciel, les journalistes de Libération lui ont permis d'apprendre. Et ça, c'est une question que je voulais poser à l'artisan que vous êtes. Est-ce qu'on apprend vraiment à faire des images? Est-ce que c'est quelque chose qui peut s'apprendre? Je pense qu'il y a, comme souvent pour moi dans le métier artistique, il y a deux dimensions. Il y a une dimension qui est peut-être un peu innée, quelque chose que vous portez dedans. Et après, il y a le travail. Et quand je parle de travail, c'est quelque chose de faire. Moi, j'ai fait des courts-métrages depuis que j'ai 16 ans. J'ai commencé comme ça, je faisais un court-métrage par an. Pour arriver à Disco Boy, c'était un long chemin. Et je faisais des films sans argent, avec zéro budget, en empruntant une caméra, un microphone, en faisant ça avec des copains. Et ça, c'était ma vraie école de cinéma. Et après, il y a les visions. Il y a ce qu'on regarde, ce qu'on lit, qui finalement il construit effectivement notre regard, notre façon de voir le monde, même de le percevoir. Il y a des œuvres qui nous collent à la peau et qui finalement déterminent qui on est et comment on regarde le monde et comment on fabrique des images aussi. Ces premières images, justement, qui vous habitaient il y a plus de 20 ans, quand vous faisiez ces premiers courts-métrages, est-ce que ce sont toujours les mêmes images que vous cherchez aujourd'hui? Je pense qu'il y a des points communs. Il y a des fascinations sur lesquelles, en fait,
je me rends pas compte. Mais après, effectivement, quand parfois des cinémas, ils font, par exemple, tous mes courts-métrages d'un coup. Et là, je me rends compte, effectivement, qu'il y a des drôles d'échos, mais que moi, j'avais pas imaginé, en fait. J'essaye, en tout cas, j'ai pas du tout une façon de travailler très systémique, en fait. Je sais pas, j'ai des choses que je sais qui me fascinent et je vais aller vers ça, mais après, je retrouve qu'il y a des choses qui reviennent effectivement dans mon travail et j'ai remarqué, mais voilà, c'est vraiment pas conscient qu'il y a souvent l'eau, il y a le feu, et il y a des choses, effectivement, la question de l'étrangère, bien sûr. Votre film Disco Boy sort donc mercredi en salle. Alors, je vais essayer de raconter l'histoire. Donc, vous savez, il y a le synopsis tel qu'il est publié sur à peu près tous les sites internet. Donc, c'est clair et c'est simple. Prêt à tout pour s'enfuir de Biélorussie, Alexei rejoint Paris et s'engage dans la Légion étrangère. Il est envoyé au combat dans le delta du Niger où Jomo, jeune révolutionnaire, lutte contre les compagnies pétrolières qui ont dévasté son village. Dans la jungle, leurs rêves et destins vont se croiser. Alors, ça, c'est ce que les auditeurs, par exemple, de France Culture, s'ils vont sur le site Allociné, pour le citer, trouveront comme résumé. Quelle est l'histoire que vous avez voulu raconter, au-delà de ce petit résumé-là? Le désir, c'était de faire un film de guerre atypique. Atypique parce que moi-même, les films de guerre que j'aime, souvent l'autre, même je dirais toujours, l'autre n'existe pas. Que ce soit un ennemi, que ce soit victime, l'autre existe pour 30 secondes dans les images. Donc je voulais réaliser un film où l'autre existe entièrement et qu'on a même la possibilité de se perdre dans l'autre. Du coup, ça, c'était vraiment un des points de départ très importants. Et après, l'idée du personnage vient d'une rencontre que j'avais faite il y a 12 ans dans une boîte de nuit, d'ailleurs dans les Pouilles, chez moi, avec un danseur qui avait été soldat. Et du coup, ça m'avait profondément intrigué que la même personne pouvait décliner son corps dans deux choses si différentes. Et finalement, je me suis rendu compte de tous les points de contact qu'il y a entre le corps du soldat et le corps du danseur. Un sens de la chorégraphie, de la discipline, presque un plaisir pour l'effort, pour un besoin d'arriver un peu cassé à la fin de la journée. En voyant votre film, je me suis dit que c'était effectivement plus un film de soldat qu'un film de guerre. Est-ce que c'est ça qui vous intéresse fondamentalement ? C'est pas nécessairement l'affrontement, mais c'est plutôt l'intimité de chacun des combattants. Oui, peut-être ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher l'humain où on ne se l'attend pas. Comme d'aller chercher le sacré où on ne se l'attend pas. Évidemment, on pense à Joseph Conrad et son roman Au cœur des ténèbres, que Francis Ford Coppola a adapté au cinéma dans Apocalypse Now. Il y a dans votre film cette même idée du voyage intérieur, il y a la même moiteur dans la jungle, il y a le même glissement vers la folie. Et comme pour Conrad, et vous en parliez, le fleuve est au centre de votre histoire, celui qu'Alexei traverse pour passer la frontière. Il y a celui que Jomo donc défend, le delta du Niger. Et puis il y a celui qui va les réunir, c'est-à-dire la scène à Paris, avec cette scène sur le pont Alexandre III. D'où vient cette fascination ? Alors, c'est pas en plus l'eau en général, c'est vraiment le fleuve, cette idée du fleuve, d'une eau qui traverse des territoires. Oui, je pense, vu que le film réunit des sujets un peu apparemment disparates, des territoires très loin, des vies assez différentes, c'était l'eau en fait qui allait relier tout ça et qui, de quelque sorte, allait aussi porter la mémoire, littéralement, dans le film. Et du coup, c'est dans l'eau Alexei projette aussi souvent la mort de son ami Mikhail. Et ça nous relie toujours à une dimension aussi profonde et plus intérieure, mentale du personnage, en fait. C'est dans l'extérieur qu'on retrouve souvent la dimension de l'intérieur. Vous avez réalisé des documentaires aussi. Disco Boy, c'est votre premier long métrage de fiction. Est-ce que même dans cette fiction-là, vous recherchez aussi une forme de vérité ? Est-ce qu'on la cherche différemment, la vérité, dans une fiction que dans un documentaire ? Sûrement. Après, je pense que c'est vraiment des démarches très différentes que j'aime les deux. Moi, je trouve dans le documentaire, en fait, c'est parfois compliqué parce que je pourrais jamais dire à quelqu'un qu'est-ce qu'il faut faire. Même un truc très simple. Il y a des documentaristes qui le font, mais moi, je ne pourrais pas le faire. Donc, dans le documentaire, je ne sais pas, j'essaie vraiment de
d'intervenir le moins possible, mais inévitablement, tu interviens toujours. Mais ce que j'adore du documentaire, c'est effectivement le côté un peu plus spontané et plus libre. Je fais des documentaires tout seul souvent. Je tourne seul, je monte même seul. Donc c'est un peu un voyage que je fais moi, et souvent d'ailleurs avec mon téléphone portable. Et que la fiction, c'est toute une autre démarche qu'on partage avec des centaines de personnes et qui a un travail effectivement plus d'écriture, de direction justement d'acteurs. On peut s'autoriser à dire aux gens exactement quoi faire. Chose qu'on ne peut pas avec le documentaire. Giacomo Abruzzese est l'invité de Bienvenue au Club et son film Disco Boy sort aujourd'hui en salle. Extra, les enfants, extra. Vous avez bien mérité votre caisse de bière. La place, on va vérifier. Bravo à tous, bien joué. Faut faire place nette, Mike. Mike du Maro César, qu'on y voit clair. On nettoie bien tout ça. Avec un gros calibre à bord, du 50. C'est des engins qui comptent pour deux. Ici, grand essai. Dégagez le secteur. Descends, à moi-même. Fais-moi. La Nelly, côtre de croisière, évita sur son ancre sans un battement de ses voiles et s'immobilisa. La mer était haute, le vent était presque tombé, et comme nous voulions descendre le fleuve, il n'y avait qu'à venir au lof et attendre que la marée tourne. La Tamise s'ouvrait devant nous vers la mer comme au commencement d'un chemin d'eau sans fin. Au loin, la mer et le ciel se joignaient invisiblement, et dans l'espace lumineux, les voiles tannées des barges dérivant avec la marée vers l'amont semblaient former des bouquets rouges de voilures aux pointes aiguës, avec des éclats de livarde vernie. Une brume dormait sur les côtes basses, dont les aplats allaient s'effaçant vers la mer. L'air était sombre au-dessus de Gravesend, et plus en deçà encore semblait condensé en triste pénombre et pesait immobile sur la plus vaste et la plus grande ville du monde. On entendait donc les premiers mots d'Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, qui est un de vos livres de chevet. Oui, en même temps, je l'ai lu à 14 ans et je ne l'ai plus relu. Ouais. Mais je pense que comme ça, il y a des choses qu'on lit à certains moments et après, il nous reste pour toujours. Donc, effectivement, il y a des romans qui pour moi étaient très importants pour Disco Boy. Je pense, voilà, Art of Darkness de Conrad, Voyage au bout de la nuit de Céline, et J'ai tué de Blaise Cendrasse. Et en général aussi, c'est des romans où justement on ne fait pas de la rhétorique sur la guerre. C'est très important, je pense aujourd'hui comme jamais. On l'a entendu, les premiers mots d'un livre sont tellement importants pour raconter l'auteur de ce livre-là. Les premières images d'un film sont, j'ai l'impression, tout aussi importantes. Je voudrais essayer de décrire à nos auditeurs celles de Disco Boy, parce qu'elles sont fascinantes, envoûtantes. Elles nous emmènent directement dans un endroit qui à la fois nous est étranger, qui va devenir très vite familier. Il y a vraiment le calme très sonore de la jungle, la vie endormie, la pénombre, ce qu'on imagine être une sorte de cabane, des corps allongés. On ne sait pas s'ils sont morts ou endormis. Et puis, on voit cette femme aux yeux verrons qui fredonne. Et puis, cut, on part avec l'autre personnage, Alexei. Pourquoi avoir voulu commencer votre film à cet endroit-là ? Parce que le film, il a aussi une dimension, je pense, de rêve collectif. Et c'était important de commencer justement par un espèce de rêve éveillé. Et il y a parfois, même dans l'autre personnage d'Alexei, justement, des moments où il se réveille, où il s'endort. Et je pense parce qu'en fait, j'avais envie d'accueillir dans le film la dimension de l'invisible et la dimension onirique, sans mettre des barrières, en fait, entre ce qui est réel et ce qui est virtuel, mais juste les faire circuler librement dans le film.
Pour bien que les auditeurs comprennent, donc on a deux personnages. Il y a Alexei d'un côté qui, lui, essaye de fuir la Biélorussie et va se retrouver en France pour s'engager dans la Légion étrangère. Et puis de l'autre côté, Jomo, qui est à la tête d'un groupe armé qui défend qui défend contre les industries pétrochimiques, pétrolières, le delta du Niger, donc du côté du Nigeria. Ils sont tous les deux très loin au départ et ils vont se rejoindre. Pour bien comprendre ces deux personnages et pourquoi vous les avez opposés, Alexei, on peut le définir peut-être par son rapport aux frontières, les frontières qu'il a envie de passer. Un des premiers mots qu'on entend d'ailleurs juste après cette première scène, c'est passeport. Oui, c'est le premier mot du film d'ailleurs. Ouais. Passeport, pour un film qui était un peu fait sans passeport, dans le sens tous les choix des acteurs, justement, ils ne sont pas liés à leur nationalité. J'ai essayé vraiment de trouver les acteurs qui pouvaient incarner quelque sorte l'âme du personnage, vraiment, qui pouvaient le porter. Et qu'est-ce qui le porte, ce personnage? Qu'est-ce qui le porte à vouloir les passer, ces frontières? Je pense que avec Rogoski, on a construit un personnage justement sans travailler sur la dimension vraiment psychologique. Ça ne nous intéressait pas de raconter ça. On racontait un personnage qui était en mouvement et travailler sur ses postures. Donc on a normalement discuté sur comment ce personnage allait marcher, comment il allait boire, comment il allait s'asseoir. Et c'était ça qui nous intéressait vraiment. Et laisser après une dimension de projection aussi aux spectateurs. Parce qu'il y a 1000 raisons pour s'enfuir de Biélorussie. On n'allait pas. Ça m'intéresse pas d'être dans une logique de cause-effet, en fait. Vous êtes vous-même italien et vous aimez la France, vous parlez très bien français, vous passez les frontières régulièrement. Il y a un peu de vous dans ce personnage, il y a un peu de vous dans cette idée-là, de passer les frontières. Oui, après, je pourrais vraiment pas me mettre dans le même bateau, justement, parce que moi, j'ai le privilège d'avoir un passeport qui me permet de circuler librement, chose qui n'a pas l'excès, chose qui n'a pas beaucoup de gens. Et donc, non. Après, c'est plus la question, effectivement, un peu de l'étranger, le regard de l'étranger. C'est ça qui m'intéresse parfois et pour lequel je me sentais légitime à raconter cette histoire, parce que je me suis demandé, ça fait plus de 10 ans que je suis en France, mais quel film, moi, je pouvais faire en France, que finalement, les réalisateurs français, voilà, sinon, pourraient faire beaucoup mieux que moi. Parce qu'il y a des références culturelles, un rapport avec, le pays qui est pour le moment plus stratifié que le mien. Et finalement, quand j'ai pensé justement à ce film et à la Légion étrangère, je me suis dit, voilà, là, c'est peut-être quelque chose, c'est un film où mon regard peut être peut-être plus proche à mes personnages que celle de cinéaste français. Je vais regarder Paris avec d'autres yeux. Et donc de l'autre côté du monde, il y a Jomo, qui est dans le delta du Niger et qui est donc dans la lutte armée pour la préservation de l'environnement. Et vous dites, j'ai appris que que la ville dont vous venez, dans les Pouilles, Tarente, est une ville qui a elle-même été dévastée par la pollution, je crois, d'une aciérie, alors que pour le delta du Niger, c'est la question du pétrole. Absolument. En fait, c'est aussi pour ça que finalement il y a plein d'éléments de cette histoire qui sont aussi liés à moi. Ouais. C'est drôle, quand j'ai montré le film aussi dans ma ville, les gens m'ont demandé, ah oui, mais t'as fait un green screen de nos usines pour les mettre dans le delta du Niger, dans la jungle. Ça aurait pu, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu le faire, parce que le skyline est très, très proche. Et oui, c'est effectivement le combat de Jomo, c'est quelque chose que je sentais de proche, en fait. Parfois, justement, on parlait d'intelligence artificielle, parfois la modernité ne va pas nécessairement toujours dans le bon sens, ou n'est pas sans conséquences, même dévastateur pour des communautés, pour des emplois. Le progrès n'est pas nécessairement toujours dans la bonne direction et positif. Et quand vous les faites parler, quand vous le faites parler, ce Jomo, de son ambition, de ce qu'il aurait envie de faire. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend en fait qu'il subit un peu ce combat qu'il porte pour autant. Il dit simplement, en fait, j'aimerais être danseur. J'aimerais aller danser en boîte de nuit. Et son ami qui est dans la même barque que lui dit Disco Boy, le titre du film. Il est obligé de se battre, il est quelque part tenu de se battre, mais il n'en a pas foncièrement envie, ce personnage-là. Non, je pense qu'il est obligé à se battre. Enfin, c'est des personnages qui, parce qu'ils osent imaginer des vies différentes, ils sont obligés à prendre des armes. Et c'est ça que finalement, pour ça, on peut aussi empathiser avec eux, parce que même si un, c'est un mercenaire, parce que bon, un légionnaire, c'est pas très loin d'un mercenaire, et l'autre, on peut l'appeler un révolutionnaire, mais on peut l'appeler aussi un éco-terroriste.
c'est des personnes qui étaient obligées à prendre des armes. Effectivement, quand vous dites est-ce que c'est un film sur des soldats, dans ce sens-là, oui. Et après, je pense que justement, et c'est ça qui m'intéresse, même chez des soldats, on peut avoir un rêve de danse. On va rêver de danser, d'être... Je pense justement à un des acteurs de mon film, Léon Louchev, celui qui interprète un peu le chef-lieutenant dans la Légion et qui fait un peu la formation et tout. Lui, en fait, il avait participé à la guerre en Yougoslavie et justement, il m'avait dit que ce qui lui avait sauvé, c'est finalement de prendre un cours de danse juste après la guerre. Et c'est ça après qu'il avait amené à jouer, en fait. Et encore une fois, les deux choses sont étroitement liées et peuvent être aussi en même temps... ça peut être libératoire. Mais Et vous les liez par la musique. Je voudrais citer les acteurs qui sont merveilleux. Franz Rogowski, Mor Ndiaye, donc qui joue Jomo, et cette présence assez hallucinante et hallucinée, Laetitia qui joue la sœur de Jomo, Udoka. Et toi, dis-moi que tu m'aimes, même si c'est un mensonge et qu'on n'a pas une chance. La vie est si triste. Dis-moi que tu m'aimes, tous les jours sont les mêmes. J'ai besoin de romance. Un peu de beauté plastique pour effacer nos cernes, de plaisir chimique pour nos cerveaux trop ternes. Que nos vies aient l'air d'un film parfait. Amoureux solitaire dans une ville morte, amoureux imaginaire après tout qu'importe. Que nos vies aient l'air d'un film parfait. Et toi, dis-moi que tu m'aimes, même si c'est un mensonge, puisque je sais que tu mens, la vie est si triste. Dis-moi que tu m'aimes, oublions tout nous-mêmes, ce que nous sommes vraiment. Un peu de beauté plastique pour effacer nos cernes, de plaisir chimique pour nos cerveaux trop ternes. Que la vie ait l'air d'un film parfait. Amoureux solitaire dans une ville morte, amoureux imaginaire après tout qu'importe. Que la vie ait l'air d'un film parfait. Un endroit où on peut changer quelque chose, c'est la fabrication des images et du son, mais pour une simple raison, c'est que c'est pas un meuble à déplacer, c'est quelque chose d'autre qui bouge, et parce qu'il bouge, c'est plus instable. Étant plus instable, on peut c'est ça une image et un son. Une voiture, hein, c'est ça, puis ensuite une fois que c'est ça fait touf 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 touf, puis ça peut pas faire 36 000 trucs. Un avion, ça fait puis ça peut pas faire 36 000 trucs. Ça peut faire boum boum si on lâche des bombes ensemble. On peut pas. Un enfant même, hein, bon, ça, on peut lui donner 3 gifles pour le faire basculer, mais 10 ans après, il vous rendra peut-être il vous plantera un couteau dans le ventre. Une image et un son, non, ça reste instable. C'est comme ça. Puis, parce que c'est plus bougeant, plus friand, plus friable, ça peut bouger plus, ça peut changer. Giacomo Abruzzese, je voulais vous faire réagir sur ces quelques mots de Jean-Luc Godard, sur l'instabilité de l'image et du son. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous va très bien, quelque chose que vous êtes tout à fait approprié. Gardez toujours cette instabilité pour que le spectateur soit toujours attentif. Oui, je m'intéresse par exemple à comment, par exemple avec une caméra, un plan fixe ou un travelling, en fait la question du mouvement, ça se pose d'une façon, je trouve, plus complexe parfois que quand on est avec la caméra à la main. Du coup, il faut avoir vraiment une chorégraphie des personnages, quelque chose du décor pour créer ce mouvement et cette instabilité. Parce qu'à la fin, si tout est figé, c'est plus du cinéma. Donc ce mouvement, ça devient plus chorégraphique avec certains choix justement de mouvement des caméras. Et en même temps, par exemple, le son, c'est quelque chose sur lequel je passe beaucoup de temps en post-production, 4 mois de montage son sur ce film. Et je pense que les gens qui avaient vu le film, justement, quand on n'avait pas encore fait le montage son et qui l'ont vu après, ils ont vu totalement notre film. Parce que le son, ça te permet tellement d'investir des scènes d'autres choses
et de faire habiter des lieux aussi autrement, et que ça donne, même au niveau parfois juste subliminal au spectateur, énormément de choses. Par exemple, il y a parfois un peu comme des ultrasons, des petits acouphènes dans le film qui connectent des endroits différents. En fait, la structure du film, c'est une structure à spirale. Du coup, il y a des échos et au niveau image et au niveau son qui reviennent dans le film d'une façon mentale, mais qu'on ressent en tant que spectateur. Et notamment ces éclats de lumière toujours colorés. C'est parfois un gyrophare bleu dans un coin de l'image. C'est un feu orange, c'est un néon rose. Et il y a un moment dans votre film où tout ça se rencontre dans une scène qui est très étonnante, très puissante. C'est aussi la scène de la rencontre entre Jomo et Alexei, cette scène de combat dans la jungle que vous filmez au travers d'une caméra thermique. Et donc en fait, on ne distingue que les personnages, que les silhouettes, mais qui sont colorés de la chaleur que leur corps dégage. Et vous filmez ce combat très longuement avec cette caméra thermique. Vous laissez tourner longtemps, vous laissez cette scène exister. Oui, c'était important, fondamental, c'est le cœur du film en fait, cette scène. Et j'allais pas filmer l'affrontement entre Alexei et Jomo d'une façon frontale ou disons, c'est pas Rambo ce film. Et du coup, je voulais, en plus, je trouve qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a un rapport vraiment avec la violence très frontale, presque pornographique, et dans le cinéma, et parfois même sûrement dans les médias. Et du coup, je voulais on ne peut pas dans un film de guerre faire abstraction totale de la violence, bien sûr, mais par exemple que la violence soit très présente, par exemple au son, et l'image nous amène déjà ailleurs. Et je voulais du coup que ces combats soient déjà un peu une danse, soit déjà un peu une contamination entre ces deux corps, et de quelque sorte aussi, ça nous commence à faire entrer dans la psychédélie et dans la dimension plus chamanique du film. Un travail magnifique sur cette scène et sur l'ensemble du film. Je voudrais citer Hélène Louvard qui a travaillé avec vous à la photographie, grande artiste de cinéma, et Pascal Arbès-Nicolas, Vitalik sur la musique qui amène une ambiance très particulière. Merci infiniment Giacomo Abruzzese, merci d'être venu sur France Culture. J'invite tous nos auditeurs à voir votre film Disco Boy qui sort aujourd'hui en salle. Merci. Merci à vous.